Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est en fait la première d'une série de vidéos. Cette série de vidéos me permet de parler d'une de mes plus dévorantes passions, Rome. Et comme plus il y a de passion, mieux c'est, on va parler de Rome et la Bretagne. Dans ces vidéos, nous aborderons la conquête romaine, puis la romanisation et d'autres sujets comme la religion ou l'archéologie. Commençons par le début, le contexte. Déjà, c'est quoi la Bretagne durant l'Antiquité? Pour faire succinct, on compte 5 peuples importants sur le territoire actuel de la Bretagne. Les Rhédones, plutôt dans l'île et Vilaine, et qui ont donné leur nom à Rennes. Les Namnettes, au nord de la Loire, et qui ont donné quant à eux leur nom à Nantes. Les Vénètes, installés dans le Morbihan, et qui donnèrent leur nom quant à eux à Vannes. D'ailleurs, c'est l'un des peuples les plus puissants du coin, et l'un des plus puissants de la Gaule. Ils dominent le commerce de l'étain et produisent une grande quantité de sel. Ensuite, nous avons les Aucismes, localisés à cheval entre le Morbihan, le Finistère et les Côtes d'Armor, et les Corse-Solites, qui sont eux aussi à cheval entre plusieurs territoires, entre les Côtes d'Armor, l'Île-et-Vilaine et le nord du Morbihan. À cette époque, la Bretagne n'est donc pas définie. Ces peuples sont donc des tribus celtes basées en armorique, et non des tribus bretonnes. D'ailleurs, le terme Bretagne est plutôt utilisé pour désigner l'île de Bretagne, Britannia, chez les Romains. Et maintenant, il faut donc définir ce qu'est l'armorique. Alors, de façon très succincte, c'est le nom utilisé pour nommer les territoires situés entre la Seine et la Loire, de la côte à Paris, en gros. Donc on retrouve effectivement tout un tas d'autres tribus sur ce vaste territoire, mais nous on va se cantonner aux frontières actuelles de la Bretagne, sinon on va pas s'en sortir. Et puis ici on est sur Easter Brace, donc on parle de Bretagne. Ces tribus que nous avons vues précédemment ne sont pas isolées les unes des autres. Elles sont liées, que ce soit par le commerce ou dans des jeux d'alliance. Ces tribus avaient une économie basée sur des échanges plus ou moins complexes, allant du troc à l'échange de monnaie. Les échanges de monnaie sont datés déjà en 100 avant notre ère. Déjà tournés vers l'océan, il y avait des échanges multiples avec Britannia. Mais il y avait aussi des échanges multiples avec leurs voisins proches, mais aussi avec le monde connu en général grâce aux routes commerciales maritimes et terrestres. Donc, le monde celte en armorique n'est pas replié sur lui-même et connaît l'existence de grandes puissances par-delà ses territoires. L'organisation politique de ces tribus se fait autour d'une ville capitale pour la majorité d'entre elles. La société était régie par 3 ordres, comme dans le monde médiéval européen d'une certaine façon. Le clergé, la noblesse et le peuple. Dans le clergé, on y trouve des druides. Ils sont là afin d'honorer divers dieux, mais ils sont aussi le garant du savoir de ces tribus. Ce sont des personnes très importantes. C'est une bonne situation, ça, druide? Y a pas de droit à se plaindre. La noblesse est composée quant à elle de guerriers. C'est le cœur politique de l'organisation celte. Certaines tribus placent un roi à leur tête, tandis que dans d'autres, on peut trouver un conseil, semblable au Sénat romain ou à la boulée grecque. Oui, effectivement, on peut dire qu'en quoi que sans nous, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village, donc pas de ville, pas de village, pas de péons. Et pas de gens qui passent leur temps à planter des graines, ou à faire je ne sais quoi de leurs mains, pendant que nous, on s'occupe des choses importantes à faire dans le village. Donc oui, c'est vrai que on est la classe la plus importante, hein, effectivement. D'accord. Et votre tenue? Alors oui, effectivement, la tenue, elle est pas vraiment à moi. On m'a dit de venir habillé comme ça parce que ça faisait plus gaulois dans l'imaginaire. Alors on a plein d'autres tenues, mais on m'a dit de venir comme ça. Alors, même le pendentif, je sais même pas à qui il appartient, quelle divinité ou autre. Hein. Donc, voilà, mais apparemment ça fait gaulois. Le peuple est quant à lui composé du tout venant, que ce soit l'agriculteur ou l'artisan. Donc nous avons un ensemble de tribus indépendantes liées par diverses manières, que ce soit par les échanges ou les traités. Alors on laisse de côté les idées reçues sur un seul et unique peuple composé de Gaulois, farouches et unis face à l'adversaire romain. Tout ça, c'est des idées reçues. Merci la Troisième République de nous avoir laissé tant d'idées reçues comme celle-ci. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, on va parler de la conquête romaine. Cet ensemble de tribus indépendantes ne va pas le rester, suite à la guerre des Gaules de Jules César de 58 à 51 avant notre ère. Cette conquête romaine ne s'est pas faite dans la joie en Bretagne, bien que l'Armorique est soumise de façon relativement pacifique aux Romains en moins 56 par Publius Crassus, légat de Jules César. Bien que l'Armorique est relativement soumise à l'aigle romain, une des tribus voit d'un très mauvais œil la venue des Latins. Cette tribu, c'est celle des Vénètes, une tribu très puissante qui a une place de choix dans le commerce avec Britannia. Tribu riche, elle dispose d'une flotte très conséquente et embrase la révolution contre Rome et fédère plusieurs peuples contre César après que l'armée romaine chercha à acquérir des ressources pour l'hiver dans les villes et villages armoricains. Pour l'histoire, les Vénètes avaient accueilli des délégués romains, Quintus Valenius et Titus Silius, mais pas très amicalement. Les deux hommes sont retenus de force, chose assez courante dans le monde antique. Ouais, je suis là.
flotte. Ouais, alors effectivement, hein, tout ce qui est otage, c'est vrai que c'est une façon comme une autre de procéder avec l'adversaire, faire des échanges, faire un petit peu de troc. Hein. Puis quand on n'a pas grand chose d'autre à se mettre sous la main, hop, un soldat adverse ou autre chose, hein, un fils de chef par exemple, ça peut nous tirer l'épingle du jeu, hein, effectivement. Après, faut pas croire parce que nous aussi c'est un fils de chef, si c'est un fils de roi, encore plus, hein, effectivement, il reçoit une très bonne éducation à Rome, il grandit parmi nous et il devient romain. Être romain, c'est quoi? C'est avant tout la culture, le prestige, la puissance en fait. Ah, oui, effectivement, comme vous dites, il peut y avoir un petit problème d'inversion culturelle avec les parents, mais est-ce que c'est un problème? Parce que effectivement, même s'ils sont pas encore vraiment romains là-bas, ils vont l'être tôt ou tard. Cette décision donne des idées aux autres tribus qui font de même. En échange, les otages retenus par les Romains, les Celtes récupèrent les leurs. Et évidemment, Rome voit d'un très mauvais œil la diplomatie celte. Nous voici donc en gros avec une coalition armoricaine munie d'une flotte de guerre redoutable, faite pour naviguer sur les eaux de l'Atlantique, contrairement à la flotte romaine plutôt habituée au calme de la Mare Nostrum. Cependant, cela n'empêche pas Jules César, alors à Rome, de commander la fabrication d'une armada à Angers, afin que cette dernière puisse remonter la Loire et aille à la rencontre de la flotte coalisée. Bien que l'armée terrestre romaine et la flotte romaine est une des plus efficaces, si ce n'est la plus puissante de son temps, eh bien, ils partent avec un certain désavantage. Ils ne connaissent pas très bien les lieux, en tout cas pas aussi bien que leurs adversaires, et se battre sur l'eau, dans le golfe du Morbihan, offre un réel avantage aux Celtes. Car oui, ces derniers sont sous la gouvernance des Vénètes, connaissant bien l'endroit et ses dangers. Dans le même temps, ce soulèvement fait peur aux Romains. Ils craignent un effet papillon. Ainsi, des légions sont dispersées dans toute la Gaule afin de mater les hypothétiques révoltes des tribus déjà soumises. César connaît les points forts adverses, et essaie plutôt de mater cette confédération sur le sol avec l'aide de ses légions lourdes. Cependant, il se rend vite compte que le territoire vénète est compliqué. Leurs villes sont souvent à flanc de montagne, et c'est pas un endroit très facile d'accès pour un légionnaire, lourdement armé. Cependant, il comprend que pour vaincre les Celtes, il faut s'y investir pleinement, c'est-à-dire prendre le contrôle du littoral. Bon, c'est sûr, envoyer mes légions lourdement armées, crapahuter à flanc de falaise, c'était pas la meilleure idée du monde, c'était compliqué pour eux, mais ils s'en sont sortis quand même. Non, alors, moi je vois, effectivement, ils sont toujours foutus sur leur bateau. Ils sont toujours sur leur bateau. Donc je pense à une bonne idée. Et si j'allais les attaquer par la mer? Et ouais. De toute façon, il n'y a que César qui peut penser comme ça. L'heure de la bataille arrive. Julius se rend compte une fois devant de la puissance de l'armada vénète. Les bateaux sont plus robustes et plus grands que ceux des Romains, et bien mieux adaptés pour la navigation en eau profonde, contrairement aux galères romaines qui sont conçues pour une navigation calme en Méditerranée. C'est un peu comme si on mettait une péniche dans l'Atlantique. Alors s'il n'y a pas trop de vagues, ça passe, mais c'est pas le cas. Pour l'instant, Vidi, mais pas Vici. Non, pas encore. Allez, à Jactaès, comme on dit. Les Romains se dirigent donc par la Loire, puis par l'océan, vers les Vénètes. Cependant, ils se font prendre par surprise vers la baie de Quiberon. Rapidement, les Celtes prennent l'avantage sur les Latins. Mais alors que la bataille est en faveur des Celtes et que Rome prépare une fuite, le vent qui permet aux navires vénètes de naviguer tombe. Plus de vent, donc plus moyen de naviguer. Les galères romaines, équipées quant à elles d'avirons, peuvent bouger sans ces voiles. Ainsi, la bataille prend une toute autre tournure. La bataille dure depuis la 4e heure du jour environ jusqu'au coucher du soleil, selon César, et s'achève par la destruction totale de la flotte gauloise. C'est pas Vichy! Bah voilà, j'ai jamais douté! Ah, et les Poséidon étaient avec nous. Et puis il y avait ma stratégie. C'était un petit peu au-dessus, mais il faut les remercier quand même. La révolte est matée et les grands perdants dans l'histoire sont les Vénètes. Ah bah oui, il faut faire ce qu'il faut. Donc, j'ai pris la décision de détruire les villages, d'annihiler leur flotte, de tuer la plupart des hommes qui peuvent se battre, hein. Effectivement, il faut ça quand même, je pense. J'ai lapidé leurs conseils, il n'y a plus de conseils, mais en même temps, ils ont plus besoin de conseils vu qu'on est là. On peut gérer, hein, effectivement. Alors qu'est-ce qui reste de l'une des plus grandes puissances de Gaule? Je sais pas. Mais en tout cas, Rome est là. Par la suite, la Gaule est divisée en plusieurs provinces par Octavius, le futur premier princeps de Rome.
Mais ça, c'est l'affaire de la romanisation. Et nous verrons cela dans un prochain épisode. En attendant, j'espère sincèrement que cette première vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette dernière, à la partager, mais aussi à commenter afin d'apporter des détails à la vidéo, mais aussi à corriger des erreurs que j'aurais pu faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Le monde romain, c'est quelque chose qui me passionne énormément depuis toujours, et je pense même en faire une autre chaîne YouTube en plus de celle sur la Bretagne. Là, je vous dis à très bientôt. Salut à tous, c'était Corver.